Bonjour et bienvenue dans le podcast Objectif Durable, produit par Capgemini. C'est le podcast qui tend le micro à celles et ceux qui portent la voix du changement dans leur entreprise, et nous sommes en direct du studio du 147. Dans ce nouveau numéro, nous allons parler de la supply chain. De quelle manière les nouveaux enjeux RSE ont impacté toute la chaîne d'approvisionnement, comment les entreprises s'adaptent à ces nouveaux impératifs qui peuvent aussi être autant de nouvelles opportunités. Pour en parler, je suis avec Nathalie Bleach, tu es directrice des opérations France de L'Oréal, et Yannick Potier, directeur des opérations chez Nespresso France. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Première question, c'est l'usage ici. Nathalie Bleach, est-ce que tu peux nous dessiner les contours de L'Oréal en chiffres pour qu'on comprenne bien de quoi on parle ? Bien sûr, bonjour à tous les deux, ravi d'être parmi vous. Donc effectivement, L'Oréal, même si le nom est très connu, je vais vous expliquer un tout petit peu, vous donner quelques chiffres. Donc leader mondial de la beauté, on vend plus de 6 milliards de produits dans le monde. Et si je me rapproche un peu plus de la France, qui va être le sujet d'aujourd'hui, c'est plus de 500 millions d'unités que nous produisons, que nous vendons sur le sol français. Nous distribuons via plus de 14 centrales de distribution, et nous avons plus de 50 marques à notre actif qui sont effectivement vendues sur nos principaux canaux de distribution. Être directrice des opérations de L'Oréal en France, ça consiste en quoi ? Mais ça consiste à s'assurer que nous approvisionnons nos produits, que nous du coup nous faisons des prévisions de vente. Nous gérons en fait toute la supply chain du début jusqu'à la fin, jusqu'à la distribution, la mise sur le marché. Donc évidemment, on va en reparler dans le cadre de ce podcast. Le transport est au cœur évidemment de tout cela, ainsi que nos centrales de distribution. Yannick Potier, tu es directeur des opérations chez Nespresso en France. Peut-être commencer par ton job au quotidien pour qu'on puisse le comparer avec celui de Nathalie, puisque vous avez le même intitulé, directrice et directeur des opérations. Absolument. Donc bonjour, Yannick Potier, je suis en charge des opérations donc, chez Nespresso en France. Et effectivement, le périmètre chez nous, c'est toute la supply chain, effectivement, mais aussi la RSE. La sécurité, la santé et la qualité des produits. Donc ça se recoupe, mais il y a un périmètre sensiblement différent et un peu plus large. Ouais. Pour cerner Nespresso, même si bien sûr là aussi on connaît la marque en chiffres, en faits rapidement. Alors Nespresso, donc, c'est 14 000 collaborateurs dans le monde. En France, c'est particulièrement 1300 collaborateurs. On a à peu près 800 boutiques dans le monde et en France une cinquantaine. Est-ce que les enjeux de développement durable qui maintenant se sont imposés à nous toutes et tous ont bouleversé la supply chain chez Nespresso ? Alors bouleversé, certainement pas en fait. Le mot bouleversé voudrait dire qu'il y a une sorte d'antinomie entre la durabilité et la résilience. Et en fait, quand on regarde bien Nespresso depuis de nombreuses années a travaillé sur l'agriculture régénératrice. Donc a lancé le programme AAA. Il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années. Et dans ce programme AAA, on est basé typiquement sur une agriculture qui, on va dire, donne la qualité comme les premières lignes, la productivité, mais aussi la durabilité. Donc en fait, on a besoin de bien prendre en compte cette durabilité, en fait, pour une question on va dire, de pérennité de l'entreprise, dans la mesure où si on regarde, si on ne fait rien pour le futur, on peut penser qu'il y aura beaucoup moins de production de café en 2050 à cause des changements climatiques. Donc quelque part, ça fait totalement partie inhérente de la résilience. Ouais, tu voulais réagir, Nathalie? Ouais, je suis complètement d'accord avec Yannick. C'est vrai que la supply chain, j'allais dire, notre métier au quotidien, c'est d'être résilient et de faire face à des challenges, quels qu'ils soient. Donc ça n'a pas été bouleversé? Non, ça n'a pas été bouleversé. Ça a été une opportunité. Clairement, je suis d'accord avec Yannick. Quelque chose qui est ancré aussi dans notre DNA chez L'Oréal depuis de nombreuses années, bien avant la crise énergétique, et je sais que c'est la même chose pour Yannick et Nespresso. On a eu divers programmes chez L'Oréal sur le sujet du développement durable, et le dernier qui s'appelle L'Oréal pour le futur est basé sur quatre piliers. La lutte contre le réchauffement climatique, la gestion de l'eau, la
promotion et la préservation de la biodiversité, et puis aussi pouvoir sortir des ressources qui sont non renouvelables. Quand tu dis programme, ça veut dire quoi? Ça vous guide dans toutes vos actions? C'est transversal? Tout à fait, c'est complètement transversal. Je pourrais revenir, on a des ambitions très très fortes qui ont été inscrites dans le cadre de ce programme sur la réduction de notre CO2 par exemple. On a eu l'opportunité d'inaugurer récemment une nouvelle centrale de distribution dans le Loiret à Vency, où on a investi 11 millions d'euros en fait sur cette centrale, et on a mis 3 millions d'euros sur l'empreinte, la transition environnementale. Donc vous voyez le poids qu'on y a mis. Donc on a mis évidemment, j'allais dire, des panneaux photovoltaïques, on gère de la géothermie, on est du coup acteur, on va dire, sur notre environnement en promotant la biodiversité. On a toute notre énergie qui vient d'énergie renouvelable. Et voilà, donc du coup, c'est quelque chose, un exemple concret, j'allais dire, de comment, comment on prend le sujet à bras-le-corps. Yannick, quels sont les enjeux spécifiques que vous rencontrez chez Nespresso quand on parle supply chain et café? Alors, bon, les enjeux spécifiques, donc j'ai cité le premier, c'est effectivement pouvoir continuer à s'approvisionner de café d'excellente qualité. Là, c'est plutôt le premier point. Il y a également toute la chaîne liée aux machines à café. Et donc, par rapport à ces machines à café, le point, on va dire, premier, c'est de penser en fait durée d'utilisation et maximiser cette durée d'utilisation. Donc, particulièrement en France, par exemple, on a tout un service après-vente qui est assez robuste, qui permet de maintenir en bon état vos machines à café. Et la durabilité sur les machines, ça passe aussi par la bonne gestion de la circularité. Et on lance particulièrement chez nous un programme qu'on appelle Relove, qui est comment apprendre à réaimer une machine qui a déjà été utilisée dans une précédente vie et qui a été totalement rénovée, en fait, remise à neuf pour vous. Donc dans le reconditionnement. Dans le reconditionnement, absolument. Le flux tendu, ce paradigme-là, il est encore à l'ordre du jour dans votre supply chain particulière, par exemple pour toi, Nathalie Blitch chez L'Oréal. On est à flux tendu toujours ? Oui, clairement. Après, c'est la manière dont on arrive à réagir à ça. À effectivement, de plus en plus, là où on le peut, même si on est une entreprise mondiale et créée en France, avec, comme je le disais, beaucoup d'usines. On va aussi de plus en plus sur de la localisation, de la production locale, qui nous permet aussi, du coup, d'avoir nos fournisseurs en locaux pour être, du coup, sur un flux qui soit effectivement le plus tendu possible, au plus proche des consommateurs aussi. On a aujourd'hui plus de 80% en fait des fournisseurs de nos productions qui sont basés à côté de nos sites. Donc voilà, pour gérer en fait ce flux au mieux. Ça c'est intéressant parce que flux tendu plus local, c'est vrai que ça permet de faire une équation qui tient. Yannick Potier, quand on est chez Nespresso, on fait du café. Bon, le local avec le café. Alors le café, le café vient de 18 pays dans le monde, donc là c'est un peu difficile. Le flux tendu pour le café vert, c'est pas vraiment non plus le cas puisqu'on a effectivement des saisons, donc on récolte du café à certaines périodes. Par contre, pour tout ce qui est du traitement même, donc de la mise en capsule et de la préservation de la fraîcheur, on va dire que les temps entre le moment où vous allez rôtir un café et le moment où vous allez l'encapsuler va être hyper court. Donc ça, effectivement, là c'est du flux très tendu aussi pour préserver la qualité, surtout pour préserver la qualité du contenu. En termes de distribution, chez Nespresso, on est 100% fait à la demande. Donc on produit quand vous achetez. C'est-à-dire vous achetez, on n'a pas encore produit votre conditionnement. On va produire le conditionnement le jour où vous allez commander. C'est ce qu'on appelle le make to order. Donc on est 100% make to order et non pas make to stock. Et on peut parler entre deux quand même de quelque chose d'extrêmement important dans la supply chain que chez Nespresso on appelle la quête du geste parfait. Donc la quête du geste parfait, c'est s'assurer que tout est bien fait du premier coup et du mieux possible pour préserver la qualité parfaite en tout temps. C'est bien le rôle de la supply chain justement que d'assurer ça et quelque part ça contribue complètement à la durabilité.
Peut-être je voudrais t'écouter là-dessus, Nathalie, donc concernant finalement ce soutien de la supply chain dans la transition environnementale. Non, tout à fait, et c'est complètement au cœur, et pour moi c'est important de redire que ça se fait pas au détriment en fait de la performance opérationnelle. Le sujet peut-être, et l'exemple que je voudrais prendre chez nous, c'est le transport, vu qu'on a des produits qui peuvent être assez volumineux à transporter, et du coup on a dans le cadre du programme dont je parlais, L'Oral pour le futur, un engagement très très fort de réduire nos émissions de CO2 de plus de 50% d'ici à 2030. Et la manière dont on appréhende ce sujet, c'est vraiment d'embarquer notre écosystème. C'est-à-dire qu'on a été co-signataire avec tous nos transporteurs du Fret 21, qui est l'accord en fait qui est soutenu par notamment le ministère de la Transition écologique, par évidemment l'association des transporteurs, la UTF, l'ADEME également, pour vraiment avoir un objectif d'ambition de réduction du CO2 qui a été fixé sur la France à 17% entre 2022 et 2025. Et un exemple concret par rapport à ça, pour information pour les auditeurs, par exemple, aujourd'hui, si vous achetez un produit chez un coiffeur ou chez une boutique de luxe sur Paris, et en fait, tous vos produits sont livrés via des véhicules électriques. En fait, on essaye de travailler, d'encourager la promotion en fait d'alternatives. Donc il y a évidemment les véhicules électriques, les vélos cargo, les véhicules à gaz naturel. Yannick Potier. Oui, je voudrais rebondir là-dessus parce qu'effectivement, Nespresso est également partie prenante à Fret 21. On en est à notre troisième itération, en fait, donc à chaque fois avec de nouveaux objectifs. Et par rapport à Fret 21, effectivement, les engagements, c'est basiquement essayer d'optimiser toujours le volume qui est mis à disposition. C'est au niveau des moyens de transport, s'assurer qu'effectivement on soit 100% électrique. Et c'est au niveau du vide, faire en sorte qu'on ait le moins de vide possible dans nos colis, par exemple. La question du choix des fournisseurs, elle est évidemment hyper importante. Enfin, fournisseurs, sous-traitants. Comment vous les choisissez chez Nespresso, Yannick Potier ? Alors, au niveau des fournisseurs, déjà des fermiers, juste pour remonter, on a quand même une relation directe avec 150 000 fermiers. Pour qu'un fermier puisse effectivement être fournisseur de Nespresso, il s'engage dans cette démarche de qualité AAA dont je vous parlais un peu plus tôt, qui est en fait dirigée avec Rainforest Alliance, et donc il y a tout un cahier des charges bien précis pour effectivement pour le fermier. Et un élément complémentaire quand même, c'est ce qui donne aussi l'assurance, en ayant un lien direct, de pouvoir assurer un développement durable aussi pour ce fermier. Donc typiquement participer au programme d'éducation autour de la famille. Récemment, je ne sais pas si vous avez vu, mais on a annoncé effectivement tout le principe de contrat d'assurance, c'est-à-dire assurer à un fermier en cas de risque climatique sur sa parcelle, de pouvoir lui garantir un revenu même s'il n'a pas sa récolte. Donc c'est vraiment lié à ça. Ce cahier des charges là dont tu parles, il est vraiment important. Il fait avancer le sujet du développement durable dans cette supply chain. Ouais. Il fait complètement avancer le sujet du développement durable puisqu'il participe aussi par exemple à la lutte contre la déforestation dont on peut parler. Donc on s'assure à tout moment qu'on a effectivement un fermier qui respecte aussi ce point et qui maintenant va vers notamment l'activité dite régénératrice, c'est-à-dire en fait de également planter un écosystème de façon à favoriser la biodiversité. Nathalie Blitch acquiesce. Tout à fait, voilà. Exactement. Non, mais exactement la même chose. J'allais dire aujourd'hui, je pense qu'on prend le même poids de nos responsabilités, Yannick et moi, au niveau du groupe, sur la responsabilité qu'on a à embarquer notre écosystème. On développe des partenariats avec des fournisseurs, donc je le disais, ces fournisseurs locaux de plus en plus pour éviter évidemment d'avoir des matières premières, etc., qui se baladent un petit peu partout dans le monde. Et vraiment au même titre, j'allais dire qu'on va demander une exigence peut-être tarifaire, qualitative, etc. On va aussi demander à un fournisseur de s'engager sur des réductions d'émissions de CO2, déjà de le mesurer parce que ça commence par mesurer son empreinte environnementale, et puis ensuite vraiment des initiatives
initiatives d'amélioration. Donc c'est vraiment quelque chose qui est au cœur, pareil, de nos programmes. On a aussi un objectif d'avoir 100% de nos ingrédients, nos formules qui soient traçables et issus de sources durables d'ici 2030. Donc on progresse et on embarque nos fournisseurs. On est d'ailleurs très sérieux sur le sujet, vu qu'on fait 4 audits par jour de fournisseurs au niveau mondial. Yannick Potier. Oui, je voudrais juste compléter. Effectivement, l'aspect sociétal est également fondamental dans cette logique. Et donc, j'ai parlé beaucoup de ce qui se fait dans d'autres pays en amont, mais tout près de chez nous, ici, en France, on a effectivement le fournisseur historique, par exemple, de Nespresso en termes de logistique. Eh bien, c'est une entreprise adaptée avec des gens en situation de handicap. Ça fait maintenant 30 ans qu'on travaille avec cette entreprise qui est toujours notre partenaire. La réparation des machines est assurée pour une bonne partie aussi par du personnel à handicap. Et ça participe aussi au développement durable, en fait, en étant inclusif. Pour que votre supply chain soit la plus durable possible, vous appuyez sur la technologie, la data notamment ? Alors, sur la data, absolument. Donc, si on regarde déjà la question de la déforestation dont on parlait, donc on a également un support avec vision par satellite qui permet effectivement d'assurer à tout moment que les fermiers respectent leur cahier des charges. Donc, il y a les audits, il y a la certification, mais il y a aussi la vérification instantanée systématique grâce aux data liées à cette vision satellitaire. Nathalie Blitch, chez L'Oréal, la data, ça compte aussi Bien sûr, c'est au cœur de nos objectifs, c'est au cœur de la transformation. Évidemment, de la même manière que Yannick le mentionnait, la traçabilité de nos produits est clé. C'est une exigence, j'allais dire, aussi qu'on s'impose au-delà de l'exigence réglementaire. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Et puis, on a aussi regardé comment on pouvait utiliser la data au service du développement durable. Et typiquement, il y a quelques années, développer un outil qui nous permet en fait de mesurer l'empreinte environnementale des produits qu'on met sur le marché, avec un engagement là de la même manière. Vous savez, on rénove les produits, on relance, etc. Évidemment, l'innovation est au cœur de notre groupe, mais de pouvoir mesurer en fait l'empreinte environnementale des nouveaux produits versus les anciens, avec un objectif que chaque nouveau produit soit en fait moins impactant entre guillemets pour l'environnement. Et on a été jusqu'à être généreux en tant que leader mondial du groupe pour partager ce produit avec nos concurrents. On pense que c'est une best practice qui devrait être en fait utilisée de manière généralisée. Yannick Potier, pour Nespresso, comment vous faites pour suivre les indicateurs de durabilité ? Typiquement, pour les machines de type machine reconditionnée, ça va être juste un pourcentage de machines reconditionnées au sein du nombre total de machines vendues, ou une machine... c'est quelque chose de simplifié qui permet effectivement de s'assurer, a priori, qu'on est bien dans la bonne démarche par rapport à la mesure et aux économies de gaz à effet de serre. Un autre type de mesure, c'est typiquement un nombre de projets. Donc combien de projets on va gérer et essayer a priori d'estimer pour chaque projet quelle va être l'économie en termes d'émissions de gaz à effet de serre, et ensuite s'assurer du bon déploiement des projets, notamment dans le cadre de Fred 21. C'est ce qu'on fait, on s'engage a priori, on mesure donc a priori, et ensuite on s'assure par le projet finalement qu'à posteriori on aura bien cette réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Nathalie Blitch. Oui, pareil. Évidemment, on a besoin de KPIs pour mesurer l'avancement de nos projets et de nos initiatives. Donc, j'ai parlé de la réduction de CO2 de 50% sur nos transports. Je pourrais aussi nommer une grosse ambition qu'on a toujours affichée dans ce nouveau programme L'Oréal pour le futur, qui est d'avoir à l'horizon de 2030 100% de nos emballages qui soient soit recyclables, soit biodégradables, soit compostables. Donc, quand on voyait un peu les packaging que il y a du boulot, c'est ça. Il y a du boulot. Alors, il reste du travail. Voilà, on avance bien, mais il y a effectivement du travail. Et puis, il y a aussi, blague à part, c'est vrai qu'il y a du travail aussi à éduquer en fait nos consommateurs. Donc, c'est vrai que je pense que je vois Yannick qui acquiesce effectivement. Parce que dans la supply chain, il y a aussi le consommateur. Exactement. Vous le prenez en compte ? Absolument. Bon, si on regarde chez Nespresso, déjà tout démarre soit par le fermier, soit par le consommateur, mais
plus souvent par le consommateur quand même, c'est-à-dire que c'est effectivement bien pour le consommateur qu'on fait tout ce travail et d'une manière... Oui, parce que tu parlais par exemple donc, des machines, bon ça il y a quand même un changement culturel sur le reconditionné. Après les capsules, on en parle beaucoup, c'est un peu un sujet important pour vous. Alors, il faut aussi la recycler, c'est-à-dire elle est recyclable. Absolument, donc les capsules sont déjà produites à 80% avec de l'aluminium recyclé au départ. Donc déjà ça c'est la première chose. Et ensuite les capsules sont absolument totalement recyclables. Le point c'est que pour cette partie de recyclage, finalement on travaille donc seul, on a travaillé seul à un moment, donc on a été les premiers à lancer les centres de tri avec le courant de Foucault. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'effectivement, c'était mieux quand même de le faire de façon partagée. Donc on a créé cette alliance pour le recyclage des capsules en aluminium, qui est donc active en France et qui est en fait en collaboration avec notre principal compétiteur sur le marché pour développer toujours plus les capacités de ces centres de tri à bien trier pour aller chercher le comportement chez le consommateur. Et alors, le comportement chez le consommateur, en fait, ce qu'on vise à faire, c'est le rendre le plus simple possible. Donc, le plus simple possible, basiquement, jeter la capsule dans une poubelle jaune pour aller dans le système public, il n'y a pas plus simple. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, ça, c'est ce qu'il faut faire. Et après, derrière, si vous n'êtes toujours pas convaincu, on a lancé dernièrement une innovation, donc, avec cette capsule en papier. Donc la capsule en papier vise un total autre cycle de fin de vie, qui est en fait le compostage. Donc là, comme vous savez, tout Français devra à partir du 1er janvier 2024 composter ses déchets organiques à la maison. Eh bien, il pourra, s'il choisit de prendre la capsule en papier, en fait, la mettre dans le principe du compostage. Nathalie Blitch, pour L'Oréal, on prend en compte le comportement du consommateur. On a besoin de lui pour être dans cette supply chain durable. Non, mais tout à fait. Et on essaye évidemment de l'influencer dans le sens positif du terme, en tout cas de l'encourager sur les gestes, on va dire, qu'il peut faire. Je vais prendre un exemple. On a de plus en plus maintenant de nos parfums qui sont rechargeables, donc pour éviter évidemment de reconsommer derrière du verre. On essaye d'encourager de plus en plus les éco-recharges sur des shampoings, etc. On a introduit aussi, banni, on va dire, certains tubes aluminium pour passer sur du carton. Et puis, on essaye aussi d'éduquer via nos médias et le marketing sur aussi la consommation d'eau, le temps de la douche, etc. Parce qu'évidemment, nos produits sont au cœur de la salle de bain et la salle de bain est en général un endroit où on pense pas forcément à recycler autant qu'on puisse le faire dans la cuisine. Rapidement, Yannick Potier. Oui, juste pour... alors nous, on a effectivement deux solutions. On a l'aluminium et le papier. Et en fait, on laisse au consommateur le choix de décider de la fin de vie. Parce que l'aluminium est un produit qui se recycle. Donc, chez nous, pas question de bannir l'aluminium. Tout au contraire, c'est une question de le recycler. Je voulais juste apporter ce complément parce qu'on a une logique un tout petit peu... Rapidement, Yannick Potier, est-ce que cette supply chain durable, elle pousse aussi à l'innovation? Est-ce que c'est une opportunité de ce point de vue-là? Alors bon, je vous montrais tout à l'heure la capsule en papier que je tiens là dans la main. Clairement, ça c'est une innovation qui est plusieurs années de R&D, non Plusieurs années de R&D, effectivement, 3 ans de R&D avant d'arriver à cette capsule en papier qui tienne la pression à 19 bars. Et voilà, ça c'est un pur produit, on va dire, de l'évolution liée à la durabilité, en offrant un choix au consommateur et une solution finalement différente pour le consommateur, entre sa capsule en alu et sa capsule en papier. Nathalie Blitch, je le rappelle, tu es directrice des opérations France de L'Oréal. Rapidement, L'Oréal, Emmaüs, un partenariat... Oui. Un partenariat inédit depuis 2 ans où effectivement on a ouvert 3 espaces Emmaüs qui sont en fait des endroits où on a repensé en fait la manière dont on voulait gérer la fin de vie de nos produits et pouvoir justement réutiliser certains de ces produits, leur donner une seconde vie et du coup dédier des espaces pour des gens en situation de précarité qui peuvent du coup se rendre dans ces boutiques qui sont ouvertes en fait
faite aux associations liées à Emmaüs Solidarité. On est très très fiers parce que ça donne aussi un autre sens à notre métier et à l'utilité de nos produits. Vraiment pouvoir offrir nos produits à toutes les personnes parce que tout le monde le vaut bien sans faire de mauvais jeux de mots. On a déjà accueilli plus de 5000 personnes. On a d'ailleurs ouvert donc trois espaces maintenant à Paris. On est en train d'étudier aussi de pouvoir ouvrir d'autres centres en dehors de Paris pour essayer de donner un petit peu de joie et de sens à ces personnes aussi qui le méritent. Merci à vous deux, Nathalie Blitch, donc directrice des opérations France de L'Oréal, Yannick Potier, directeur des opérations chez Nespresso France. Merci d'avoir participé à ce podcast. Merci à tous les deux. Merci à vous. Si vous appréciez l'émission, chères auditrices, auditeurs, pensez à vous abonner, à laisser des étoiles bien sûr sur vos plateformes de streaming préférées, à partager aussi cet épisode autour de vous. À très bientôt pour un nouveau numéro d'Objectif Durable, le podcast de Capgemini qui part à la rencontre de celles et ceux qui agissent en faveur d'un avenir plus durable.